petite vidéo pour vous expliquer assez rapidement, je vais essayer de ne pas être trop longue, pour vous expliquer le concept de liberté et plus particulièrement le concept de liberté intérieure. Pour l'instant, on n'a vu que cette partie-là en filigrane à travers le cours sur conscience et inconscient, sachant qu'on verra le concept de liberté extérieure lorsqu'on fera le cours sur l'état, la justice, le bonheur, etc., la science, etc., etc. Donc pour l'instant, on va s'en tenir au concept de liberté. Je vous ai mis les définitions ici. Au sens général, alors ça c'est le sens le plus vague qu'on puisse trouver du concept même de liberté, qui est un concept difficile à définir, parce que souvent on doit utiliser une formulation négative pour arriver à cerner ce que c'est. Pour autant, on en fait tous l'expérience. Donc au sens général, être libre, ça signifie ne pas être empêché de faire ce que l'on veut, c'est-à-dire ce qu'on a la volonté de faire, ou ce que l'on peut faire, c'est-à-dire la capacité. Si je veux, par exemple, courir aussi vite qu'Usain Bolt, voilà, ma volonté, elle va vite se retrouver confrontée à un manque de capacité de ma part. D'accord? Donc il y a vraiment cette alliance entre les deux. D'une part, c'est ne pas être empêché de faire ce que l'on veut faire à partir du moment où on a la capacité de le faire. D'accord? Ce qui veut dire que ce dont on n'est pas capable est d'ores et déjà une contrainte pour nous et une forme de privation de liberté. De ce fait, penser le concept de liberté absolue, sans limite, sans contrainte, ben, c'est quelque chose de très difficile puisque nous sommes d'ores et déjà contraints par notre corps, par le temps, par la mort, et ça, c'est une contrainte qui s'applique sur nous de manière implacable. Contrainte, c'est-à-dire ce à quoi je ne peux pas ne pas me soumettre. Donc voilà, la liberté, il va falloir la penser, malgré tout, au sein d'un cadre qui l'empêche de s'exprimer totalement. C'est ça qui est assez contradictoire finalement dans ce concept et assez paradoxal. C'est pour ça qu'il est difficile de le définir, parce qu'à partir du moment où on essaye de penser la liberté, finalement, on pense à ce qui nous permet d'être le plus libre possible, sans pour autant qu'on soit complètement libre. Parmi ces deux types de liberté, on a la liberté extérieure. C'est toutes les contraintes ou toutes les limitations qui vont s'appliquer à moi, mais de manière extérieure à moi-même. La gravité est une contrainte qui me prive de la liberté de voler, par exemple. Donc ça, c'est une liberté extérieure. L'État qui va adopter des lois qui vont limiter ma liberté totale d'action, c'est une contrainte ou une obligation, ça on en reparlera dans le cours sur l'État, mais c'est pareil, c'est extérieur à moi-même, ça n'impacte pas l'intériorité de mon être. Lorsqu'on parle de liberté intérieure, on vient donc parler d'une liberté de penser, d'une liberté d'être, de se déterminer soi-même, et c'est finalement une forme d'idéal d'un individu qui ne serait enchaîné à rien à l'intérieur de lui-même. Autrement dit, qui serait totalement maître de lui, maître de sa raison, de sa capacité à penser, à réfléchir. C'est aussi un individu qui serait libéré de la passion, puisque comme on l'avait vu à de multiples reprises, lorsqu'on est soumis au feu de la passion, il est très difficile d'arriver à s'en libérer. La passion intervient sur nous comme quelque chose qui nous attache, qui nous fait souffrir, sans pour autant que nous soyons capables de nous en libérer par la seule force de la volonté. C'est aussi la capacité morale à se déterminer, il manque le « i » ici, à se déterminer suivant les préceptes de la raison. Et finalement, lorsqu'on parle de cette capacité à se réfléchir, on parle de cette capacité à penser nos actions et donc à avoir une responsabilité morale. Si je réfléchis à ce que je vais faire moi-même, c'est que quelqu'un ne dicte pas ma conduite, et auquel cas j'ai une forme de liberté. Seulement le pendant de cela, de ce corollaire, c'est que je sois tout à fait clair dans mon esprit, que j'assumerai les conséquences de mes actes. Si je choisis d'agir de telle ou telle manière, je dois assumer les conséquences de mon action, puisque j'y ai réfléchi. J'ai quand même mis dans cette carte mentale une distinction avec la liberté extérieure ou externe, hein, on entend parfois indistinctement les deux, qui est celle donnée par les lois de la physique, les lois de l'État, autrement dit, tout ce qui m'est permis, autorisé ou interdit de faire, ou ce que je suis capable de faire d'un point de vue purement extérieur à moi-même. Le corps est ici une espèce de frontière
qui à la fois peut être un vecteur d'influence sur ma liberté intérieure et à la fois un vecteur, une interface entre moi et le monde qui m'entoure. Si je subis le feu de la passion, mon corps, joue une influence sur moi. Si je suis manipulée, mon corps joue une influence sur moi, sur ma liberté intérieure, d'accord? Donc le corps, est vraiment à comprendre, comme ce qui est je ne l'ai pas mis dans la carte mentale, mais vous pouvez, le rajouter, sur un petit coin, comme ce qui est finalement interrogé, comme cette frontière entre liberté intérieure et liberté extérieure. Donc voilà pour ce premier point de définition. Je vous invite à bien retenir le repère ici, obligation, contrainte et nécessaire, contingent. Je reviendrai sur ce point peut-être un peu plus tard et si j'oublie, on le reprendra de toute façon. Alors comme vous le constatez, j'ai repris pas mal de philosophes de notre carte mentale sur conscience et inconscient, parce que finalement, lorsqu'on parle de liberté intérieure, on parle de notre conscience de soi, de la conscience que nous avons de notre être, de ceux qui nous influencent, de ceux qui nous aliènent. Et par rapport à l'aliénation, on a bien sûr vu la philosophie du soupçon, je ne vais pas revenir là-dessus, et vous avez eu les vidéos sur Spinoza, Jean-Paul Sartre et Alain. Donc sur ces points-là, je ne vais pas les reprendre parce que je pense que ça y est, vous avez compris le lien entre les deux, hein. C'est-à-dire que lorsque ma conscience est aliénée, je suis privée de ma liberté d'être. Je suis privée de ma liberté intérieure. Et je peux repartir à la conquête de cette liberté d'être moi. Voilà. Et ça, c'est important, c'est la liberté intérieure, c'est aussi la liberté de penser, la liberté d'être soi. Il nous manque donc cette partie-là, où j'ai préféré intégrer d'autres philosophes, puisque Hume aurait été difficilement intégrable, entre guillemets, dans cette partie-là, en tout cas sur ce qu'on a vu de lui. Alors, je ne vais pas faire un cours spécifique sur Descartes, parce que c'est somme toute assez simple, et je vais mettre assez peu de temps à l'expliquer. En revanche, je vous ferai d'autres vidéos pour Kant et Sénèque, où j'ai préparé vraiment un cours à part. Pour Descartes, dans Méditation métaphysique, pour Descartes, la liberté intérieure, c'est la liberté que nous avons de penser, d'éprouver la souveraineté de notre raison et d'en faire usage. Donc finalement, c'est cette liberté qui nous permet d'exister à l'épreuve du doute, hein, ce que nous avons vu quand on fait l'épreuve du cogito et qu'on remet tout en doute, on éprouve cette liberté de penser, et on se libère surtout des illusions qui nous sont dictées par nos sens. Donc ça, c'est l'hypothèse du malin génie qu'on a vue, que vous pouvez tout à fait réutiliser dans le cadre de ce cours. Là où j'ai voulu ajouter quelque chose, c'est concernant la liberté éclairée et la liberté d'indifférence, qui sont deux notions très intéressantes chez Descartes. La liberté éclairée, pardon, ça veut dire que nous allons adhérer de manière positive au bien et au vrai parce que nous faisons l'effort de connaissance, à la fois du bien, du mal, du vrai, du faux. Et donc, il nous faut cet effort de la raison, il nous faut cette liberté de choix éclairée par un usage efficace de notre raison. Cette liberté éclairée, on va la différencier du plus bas degré de la liberté chez Descartes, c'est la liberté d'indifférence. C'est une liberté qui est négative. Là, c'est négative au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'en fait, le seul choix que nous ferons, lorsqu'on est face à un choix et il faut qu'on adhère à l'une des deux idées, le seul choix qu'on va faire, c'est celui de renoncer à faire un choix. Donc c'est effectivement une épreuve de liberté, puisque je choisis de ne pas choisir. Néanmoins, je me rends indifférent aux deux propositions qui sont face à moi. Et en me rendant indifférente aux deux propositions qui sont face à moi, je renonce à faire usage de ma raison et de ma rationalité. Autrement dit, cette liberté d'indifférence chez Descartes est la pire que nous puissions éprouver, puisque nous devons toujours nous situer, essayer de nous efforcer d'être dans le cadre d'une liberté éclairée. Un exemple que vous pouvez utiliser concernant la liberté d'indifférence, c'est l'exemple de l'âne de Buridan, qui fonctionne très bien. Alors Buridan, je ne l'ai pas écrit, malheureusement, je n'ai pas anticipé cet exemple. Buridan, c'est B-U-R-I-D-A-N. Et Jean Buridan a pensé l'hypothèse d'un âne qui serait mis à égale distance d'un seau d'avoine et d'un seau d'eau. Et parce qu'il est incapable de faire un usage éclairé de sa raison, puisqu'il n'en a pas, il va se laisser mourir de faim et de soif, parce qu'il sera pris au piège de sa propre indécision. Voilà, donc vous le voyez à travers cet exemple-là,
connotée de manière plutôt très négative. Voilà, je vais vous montrer Anne de Buridan, donc Jean Buridan, hein, qui a fait cette expérience-là. Et bon, je prends au hasard, hein, Voltaire. Ouh là là, je devrais fermer la page. Voilà, c'est un âne du coup qui est pris à égale distance entre le seau d'âne et entre le seau d'avoine pardon et d'eau et qui va se laisser mourir de faim et de soif. Voilà, vous avez pas mal de représentations de cet âne, hein. C'est un exemple qui est plutôt connu et vous pouvez en trouver une explication qui est satisfaisante même sur Wikipédia, pardon, je ne devrais pas dire ça. Mais voilà, enfin, vous voyez, vous pouvez trouver. Donc c'est plutôt un paradoxe logique, hein, c'est ce qu'on appelle des paradoxes qui nous poussent à une forme de dilemme, dilemme qui nous pousse à choisir ou à nous laisser influencer par. Donc vous voyez, même si j'ouvre la page Wikipédia, on a tout de suite un lien à Aristote, un lien à Spinoza ici. Spinoza, voilà, étant un des premiers à en parler explicitement, mais on peut tout à fait utiliser l'exemple pour Descartes ici, ça convient parfaitement. Voilà, donc je vous laisse par rapport, enfin j'arrête cette première vidéo. Donc je rappelle, hein, on a vu le concept de liberté intérieure, et ici on a valorisé cette distinction liberté éclairée, liberté d'indifférence chez René Descartes. Je vais faire une autre vidéo maintenant sur Kant, qu'est-ce que les Lumières, et Sénèque de la brièveté de la vie. Je vous dis à tout de suite.